Hélène se doutait, en prenant le train pour Clermont-Ferrand, que la tante Paul n'aurait pas de temps à lui accorder. Depuis sa retraite, entre la paroisse et les associations, elle n'avait jamais été aussi active. Pourtant, sage-femme, ce n'était pas une sinécure, comme elle disait. L'été, à Saint-Féréol, elle s'activait au jardin. Quand Hélène et son frère y passaient les vacances de Pâques et les mois de juillet avec leurs grands-parents, tante Paul était toujours là. C'était elle qui établissait les menus, qui faisait les pansements, qui prédisait à la couleur du ciel au couchant le temps du lendemain. En toutes circonstances, il fallait demander à Paul. Elle savait. Elle avait su, elle qui était veuve, quel psaume lire à l'église à l'enterrement de son beau-frère Maurice, en février. Et elle avait soutenu sa sœur effondrée. Elle était solide, infatigable, une vraie roche. En arrivant chez Paul, Hélène a eu, comme d'habitude, l'impression de déranger. Presque. La petite maison était envahie de bénévoles qui préparaient des colis pour le jour de l'an des pauvres. Ils avaient tardé à partir, et comme la télé annonçait des rafales de vent, elles avaient fermé tous les volets avant de passer à table. Quand à la fin du repas, elle a glissé sa serviette dans son rond avant qu'elle ne se lève pour faire la vaisselle, Hélène a enfin osé lui demander « Dis-moi, est-ce que tu te souviens de l'arrivée de Daniel ?» Mais au lieu de répondre, Paul a mis un doigt sur sa bouche. Elle tendait l'oreille. Un mugissement sourd enflait dans le salon, devenait un grondement, un violent fracas. C'était le vent dans la cheminée et son rideau de fer qui cognait comme un démon. Presque aussitôt, la lumière s'est éteinte. À tâtons, Paul a allumé une bougie. La flamme agitée par un courant d'air projeté derrière elle, des ombres émouvantes, des ombres mouvantes. C'était bien plus que des rafales annoncées ou même qu'une simple tempête. Paul a mis en marche une vieille radio à pile. Et elles sont revenues à table pour écouter les informations, comme pendant un blackout. Un ouragan, comme on n'en avait jamais vu, encore plus violent que celui qui avait traversé la veille le nord de l'Europe, balayait tout le sud du pays, en Auvergne. Il n'avait pas encore atteint sa pleine puissance. Elle l'entendait hurler de plus en plus fort, s'engouffrer sous les tuiles, dans les conduits, secouer les murs, la maison tout entière craquait. On aurait dit qu'elle allait s'écrouler. Le paroxysme semblait atteint. Le bruit avait cessé d'augmenter, on allait se coucher. Paul a donné à Hélène une lampe de poche. En montrant l'escalier, elle faisait celle qu'il y en a vu d'autres. Mais le bougeoir tremblait dans sa main. Hélène s'est installée pour la nuit sur le canapé du salon, sous la photo du fils de Paul, en communion, entre mère Teresa et sœur Emmanuelle, qui dans la pénombre lui paraissait moins familière. Le matin, il n'y avait toujours pas d'électricité dans la maison. À la radio, on annonçait des morts par dizaines, des quartiers entiers dévastés, des forêts anéanties dans toute l'Europe. Paul répétait « Pauvres gens, pauvres gens !» Tout à coup, elle s'est levée. À Saint-Féréol, ça avait dû souffler encore plus fort. Il fallait aller voir. Hélène voulait la retenir. Il n'y avait pas d'urgence. La radio recommandait d'éviter les déplacements inutiles. Mais Paul ne changeait jamais d'avis. Elle irait seule si on ne l'accompagnait pas. Hélène a conduit la X. Au moins là-dessus, elle avait tenu bon. Elle devait rouler lentement, ralentir à chaque virage de peur d'un obstacle, contourner des branches tombées, parfois de gros arbres, que les pompiers avaient seulement poussés sur le côté. Tante Paul gardait les yeux fixés sur la route, comme si elle avait conduit elle-même. Elle était forcée à l'inaction, et Hélène en a profité. Est-ce que tu te souviens quand Daniel était à l'école de Saint-Féréol, d'un couteau que le maître lui avait confisqué? Elle a tourné les yeux vers Hélène. Tu crois que c'est le moment de parler de ça? Tu ferais bien de regarder devant toi. À la sortie d'Issoire, un panneau arraché barrait en partie la route. Hélène a freiné brutalement. La voiture a calé. Paul a porté la main à son cœur.
Le poignard, je me souviens, c'est comme ça qu'il l'appelait. C'était un crayon qu'il avait avec lui en arrivant. Il le gardait toujours dans sa poche. Un crayon ordinaire, mais taillé pour qu'il soit pointu, pointu. Il l'aiguisait sur une pierre comme les couteliers de pierre. Il disait qu'il était très spécial, avec une mine en diamant noir, qu'il valait une fortune, qu'avec ça, il pouvait crever un œil. Un jour, il a éraflé le bras d'Henri Gageon. Toute une histoire. Le maître a puni Daniel, forcément. Le lendemain, c'était peut-être une coïncidence. Daniel avait de la fièvre. Il a manqué l'école plusieurs jours. Paul a poussé un long soupir. Ce que les parents s'en sont vus avec ce gamin, surtout au début. Il était tellement gâté avant chez lui, on avait dû tout lui passer. J'aime pas les choux, je veux pas de ci, je veux pas de ça. Il aidait quand ça lui chantait. Nourrir les lapins, ramasser les œufs. Oui, il est bien, mais... Il disait, les poules, ça pue la cocotte. Il se bouchait le nez. Chez nous, on n'aimait pas les caprices. Le père avait bon cœur, mais fallait pas relever dans les brancards. Avant même de descendre de la voiture, elle a vu dans la cour de la maison le grand chêne couché, fauché, ses racines mêlées de terre dressées vers le ciel. Elle n'a rien dit. Elle était allée droit à lui. Elle a posé ses mains à plat sur le tronc et en a caressé l'écorce comme le front d'un blessé. Elle avait le visage de sa mère, à la fin, quand Hélène allait la voir à la maison de retraite et qu'elle l'appelait Suzanne. Là non plus, il n'y avait pas d'électricité. Hélène a fait du thé dans la cuisine glacée. Paul s'est assise dans sa tasse entre les mains pour se réchauffer. Hélène ne se souvenait pas d'être venue à Saint-Ferréol en hiver. Et pour la première fois, la maison vide, fermée, sans lumière, lui apparaissait comme un lieu étranger. À l'étage, elles ont ouvert les volets de sa chambre, la chambre bleue, et Hélène s'est assise sur le lit. Elle pensait à la première nuit que Daniel avait dû passer dans cette chambre, près de 2 filles inconnues, qui n'étaient pas encore ses sœurs. Hélène a montré le lit où elle était assise. Toi, petite, tu dormais ici. Oui, avec Suzanne, on a toujours dormi là. Et lui, son petit lit, était là, tu vois. Des fois, il parlait dans son sommeil. Il disait, moi aussi, attendez-moi. Des mots qui voulaient rien dire. Le matin, il avait oublié. Elle roulait au bout de ses doigts un flocon de laine échappé d'une couture de matelas. À la fin de la guerre, il était trop grand pour dormir avec les filles. On avait vidé le débarras pour lui faire une chambre.